Avons-nous une opportunité d'investissement sur ArcelorMittal? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. On a partagé dernièrement ici une analyse sectorielle sur le secteur de la sidérurgie, d'accord? Donc, je pense qu'on a dû mentionner ArcelorMittal ici tantôt. Donc, si ça vous intéresse, le lien dans la description de la vidéo ici pour la top newsletter ainsi que les différents services ici, le Top Invest. Donc, on va aller ici assez rapidement. Donc, nous avons une compagnie ici qui a une stabilité des revenus, d'accord? N'oubliez pas que ça reste assez cyclique ici. Donc, présentement, elle gagne peut-être beaucoup d'argent. Je suis même étonné de voir ces chiffres aussi. C'est pas très élevé par rapport à ce enfin, c'est quand même 75 milliards. On a quand même 15 milliards différents par rapport à ce qu'on a en moyenne ici. Et on sait que c'est un business qu'on va avoir tendance à normaliser. En termes de marge brute ici, la marge brute ici également a tendance ici à diminuer. La marge EBITDA, elle est à combien? On est à peu près au même niveau que la marge brute ici. Donc, il faut faire attention. EBITDA ne peut pas être égal à marge brute. Donc, il y a un problème ici au niveau de ce calcul. C'est pas plus grave que ça. Au moins, ici, on sait qu'on devra aller vérifier ça dans les rapports financiers ou bien sur une autre plateforme. Net income, free cash flow, est-ce que les deux parlent le même langage? C'est un business à capital intensif. OK? Donc ici, quand on a un business à capital intensif, il y a de grandes chances que le net income doit au moins être égal à free cash flow. Quand on a une différence entre les deux, déjà que quand les free cash flow sont négatifs, on perd de l'argent. OK? Donc il faut faire très attention, il faut toujours suivre les free cash flow. Aujourd'hui, les free cash flow également, il ne faut pas être étonné de voir des zigzags au niveau des free cash flow. OK? Admettons, comme je l'ai tantôt mentionné sur les dernières vidéos, ici par exemple, en termes de bénéfices nets, elle avait perdu de l'argent, mais pourtant, en termes de free cash flow, il n'y a pas d'argent qui a été perdu. OK? C'est un business assez bien géré pour ce qu'elle fait, généralement. OK? Donc, vu que c'est également un business à capital intensif, on aura tendance également à regarder les actifs tangibles nets par action, d'accord? Donc, avant d'y arriver, commençons déjà par le nombre d'actions qui a tendance à diminuer sur les derniers mois. Donc, elle rachète massivement également ses actions ici, ce qui n'est pas plus mal. On aime bien ça, d'accord? C'est un business qui rapporte beaucoup d'argent aujourd'hui. Donc, le fait de racheter des actions, c'est une bonne chose, OK? Ça permet ici d'avoir des bénéfices nets de plus en plus élevés, d'accord? Alors, on continue, enfin, de manière ici mécanique. OK? So, si les bénéfices nets restent à peu près à ces niveaux-là en termes de volume, bien sûr. OK? Ne l'oubliez pas. Donc, ici, qu'est-ce qu'on allait regarder? Les actifs tangibles nets. On aimerait voir des actifs tangibles nets qui sont au moins stables avant de regarder une éventuelle croissance. Bon, vous voyez ici que, attention, quand vous voyez des actifs tangibles nets qui augmentent également, il faut toujours vous poser la question de savoir d'où provient le plus gros ici des actifs tangibles. Est-ce que ce sont les immobilisations? OK? Ou bien c'est du cash? Ou c'est l'inventaire? OK? Il faut toujours aller vérifier. Si ce sont des immobilisations, allez-y vérifier. Est-ce que c'est par rapport ici aux réserves minières? Est-ce que c'est par rapport ici à l'infrastructure? Donc, si c'est par rapport aux réserves minières ici, sachez que ça aura tendance ici à fluctuer. OK? Donc, on s'attend ici. Il faut faire attention à ne pas prendre les actifs tangibles nets ici pour acquis. Donc, 50 milliards aujourd'hui, ça pourrait ressembler demain, dépendamment du prix de la commodité, à 30 milliards. Faites très attention. OK? Ici, on est à 50 milliards, très, très bien. Le marché a tendance à payer combien de fois les actifs tangibles nets par action? OK? Tangible book value, price to tangible book value ici, il paye combien en moyenne? Alors, j'aurais tendance également à normaliser ces actifs tangibles nets par action. OK? Donc, il paye combien ici? Aux alentours de, sur les 10 dernières années, à peu près 0,6 fois les actifs tangibles par action. Sur les 20 dernières années, 0,8 fois. OK. Je vais être pessimiste. Disons qu'on va se situer à 0,8 fois. OK. Les actifs tangibles nets par action en date d'aujourd'hui sont de combien? De l'ordre de combien en date d'aujourd'hui? On va le mettre ici en euros. Déjà, il faut faire attention. Toujours vérifier ici la monnaie utilisée sur la plateforme Coifin. Donc, ça fait à peu près 47 millions d'euros ici. Parfait. Maintenant, on va à peu près mettre la médiane de ce montant. Pourquoi est-ce que je prends la médiane? Je me dis ceci. C'est un business qui aura tendance à fluctuer. Les actifs tangibles auront tendance à fluctuer. Je sais également elle exploite également certaines mines pour le minerai de fer ici, pour faire de l'acier, etc. Donc, elle est verticalement intégrée. Donc, ça peut avoir un impact positif, positif quand le prix de la commodité augmente et négatif quand le prix de la commodité diminue. Donc, est-ce qu'on aura tendance, si on revient à une certaine moyenne ici, tant mieux. Donc, ici, je prendrai une trentaine de milliards, OK? 30 milliards ici fois 0,6. Rappelez-vous, le 0,6, le price to tangible, le price to tangible book value ici, en moyenne, c'est 0,6. Donc, c'est bien ça, hein? 0,6, on vérifie encore. Sur les 10 dernières années, on a combien? Enfin, sur les 10 dernières années, nous avons 0,6. Sur les 20 dernières années, c'est 0,8. OK? Je vais prendre 0,6. OK? 0,6. On donne aussi à peu près aux alentours de 18 milliards. Donc, techniquement, cette entreprise, si au prix actuel se négocie à la valeur, à presque ses actifs tangibles nets par action, enfin, moyen ici, ce qui est une bonne chose, OK, déjà. Donc, on ne surpaye pas au prix actuel, même si le prix semble être assez élevé par rapport, enfin, c'est plutôt correct par rapport à ce qu'on a eu, hein. Donc, maintenant,
L'essentiel, c'est si l'entreprise continue à générer des free cash flow positifs, tant mieux. Ok, on sait également que les free cash flow auront tendance également à fluctuer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire également en supplément ici? Est-ce qu'on peut l'évaluer d'une autre façon? Alors, d'habitude, on pourrait prendre ici la moyenne des free cash flow. La moyenne des free cash flow. Ici, sur les 20 dernières années, on a à peu près 1,9 milliard. Ok, sur les 10 dernières années, on aura à peu près 1,5 milliard. Ok, donc, disons. Rappelez-vous également que les net income également ici auront tendance à ressembler au free cash, à aller ressembler au free cash flow dans le futur. Donc les free cash flow également peuvent être impactés par le besoin en fonds de roulement. Mais il faut toujours également prendre ceci avec des pincettes. Quand on normalise les résultats, il y a encore un travail il y a un travail d'ajustement à faire. D'accord? Pas juste en regardant, en faisant une moyenne, une médiane ici sur un agrégateur. D'accord? Donc faites attention. 1,9 milliard ici. D'accord, c'est un business qui pourrait s'échanger à peu près maximum 15 fois les bénéfices. Ok, et je pense même que le marché a même tendance à payer des multiples moins élevés que ça. Ok, en date d'aujourd'hui, c'est un business. Admettons que vous distribuez la totalité des bénéfices nets moyens ici, ça représente un rendement d'à peu près 10%. Ok, ce qui nous renforce ici à l'idée de dire qu'on a peut-être une entreprise qui pourrait être à un prix assez intéressant ici. Mais attention, le prix intéressant ne veut pas dire qu'on va toujours apporter du 1,9 milliard. On pourrait avoir moins que ça. Maintenant, on va également regarder la dette nette en termes de volume, parce qu'en termes d'EBITDA ici, ça sera positif. Quand je dis positif, on aura un multiple moins élevé, tout simplement parce que l'EBITDA également augmente, parce qu'on gagne beaucoup d'argent en date d'aujourd'hui. Donc ici, on constate qu'on a une dette nette aux alentours de 4 milliards 250. 4 milliards 250 ici, par rapport au free cash flow moyen ici, ça veut dire que c'est une entité qui peut repayer la dette ici en combien d'années avec les free cash flow moyens? 4,25 divisé ici par 1,9. Divisé par 1,9. Voilà, on va le laisser comme ça. Ça fait à peu près, on peut rembourser la dette ici en moins de 3 ans. On va le dire comme ça. Ok, 2 ans et demi par là. Ok, si on le fait un calcul rapide. Donc, c'est déjà une bonne chose. Et je pense même que c'est une entité, comme je disais tantôt, regardez, la dette nette en 2008 était de 32 milliards. Aujourd'hui, elle est de 4 milliards 250. ArcelorMittal, pour l'activité qu'elle mène ici, est un business très bien géré. OK? Donc, tant mieux si la dette nette diminue parce que la partie equity pourra tendance ici à augmenter. Donc, maintenant, on s'entend que ce n'est pas un business qu'on va payer à des multiples assez élevés. Comme je l'ai mentionné tantôt ici, c'est un business, si on le prend par rapport aux actifs tangibles net par action, on est une entreprise qui est assez correctement évaluée ici. Si on le prend également par rapport à la moyenne des bénéfices nets qu'on a tendance à rapporter également ici, on aura tendance ici à être correctement évalué. Et quand je dis correctement évalué, c'est à 10 fois les bénéfices. Hein. Et 10 fois les bénéfices ici, c'est assez bas, mais voilà, ça reste ici le secteur de l'acier qui est assez cyclique. OK? Donc, aujourd'hui, on va se dire qu'au prix actuel, d'accord, tant mieux si l'entreprise rachète des actions, tant mieux ici si elle continue à verser un dividende, mais un dividende ici qui serait inférieur ici au 1,9 milliard qu'on a tendance à verser. Mais si vous voulez mon avis personnel ici sur cette compagnie, est-ce que c'est une entité que je pourrais mettre en portefeuille? Non, jamais. ArcelorMittal, je n'aime pas ce type d'entreprise, ok? Parce que quand on regarde ici l'utilisation des actifs, malgré que ce soit un business qui se comporte bien, c'est en dents de scie. Moi, j'aime la stabilité avant tout. Or, on gagne beaucoup d'argent en date d'aujourd'hui, 28% ici sur l'utilisation des actifs, tant mieux. Mais voilà, demain, on peut avoir du 1,4% et pendant très, très longtemps. Donc, je n'ai pas envie de me retrouver dans ce genre de situation-là. Donc, je préfère rester sur les lignes de côté. Ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. N'oubliez pas la top newsletter en lien dans la description de la vidéo où on a partagé généralement ici une analyse. On partage généralement ici des analyses sectorielles et dernièrement, on en a partagé une sur le secteur sidérurgique. Si ça vous intéresse, allez-y. D'accord? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.